Il est 21 heures, donc on va pouvoir commencer. Merci à toutes et à tous d'être là. Bonsoir et bienvenue à Saint-Malo pour cette conférence du docteur Jacques Vallard. Jacques Vallard que vous voyez à l'écran, qui est le vaste président de notre club, qui est médecin. Il va nous faire part de ses expériences d'urgentiste et certainement d'autres expériences. Je ne vais pas vous réciter son curriculum vitae parce qu'on en aurait jusqu'à 22 heures, donc on va passer rapidement dessus. Jacques n'a pas fait de la médecine un métier, il en a fait une passion, il en a fait une vocation. Et je pense que cette conférence va nous intéresser parce que c'est un aspect de la médecine qu'on ne connaît pas vraiment. Je voudrais apporter une petite rectification avant de commencer. Dans le petit CV que j'ai donné, je me suis trompé. Jacques est médecin capitaine des pompiers et il n'est colonel. Enfin, il a les galons de colonel en tant que médecin en chef que dans l'armée. Donc voilà, c'est un colonel et un capitaine en même temps. Voilà, moi je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je pense que tout le monde a hâte d'écouter Jacques. Alors Jacques, tu as la parole. Oui, merci de m'écouter. En préambule, je vous dirais que je vais malheureusement décrire beaucoup de misère humaine. Ce n'est pas des conférences sur un artiste ou un pianiste. Dans mon métier, on voit beaucoup de misère humaine. Effectivement, j'ai fait médecine, il n'y avait pas de médecin dans ma famille. Et puis ensuite, je suis devenu rotarien, pas tout de suite, parce que je ne pouvais pas avec l'exercice. Et je suis devenu rotarien. Donc, je pense que j'ai servi dans ma profession et que, comme on sert dans le cadre du Rotary. Il n'y a pas de diaporama naturellement. Alors, pourquoi j'ai été médecin de sapeur-pompier? Alors que jamais j'ai pensé au début de mes études être médecin de sapeur-pompier pour plusieurs raisons. Et je vais vous donner une suite d'anecdotes. Le premier stage que je fais… Jacques, je me permets de t'interrompre 2 secondes. J'ai oublié de dire que vous pouvez vous poser vos questions à Jacques par écrit. Sur le bas de votre écran, descendant votre souris, vous aurez Q et R, questions et réponses. Voilà, excusez-moi. Et excuse-moi, Jacques. De rien. Et donc, voilà. Le premier stage que j'ai fait, après on est externe et ensuite interne, eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, c'était encore des salles communes à Bruxelles, à Paris, et c'était en cardiologie. Il y a une jeune femme de 26 ans qui se lève, elle vomit 500 cm3 de sang, elle s'effondre et après elle est morte, mais Jacques Vallard, il était par terre avec une syncope vagale. C'est pour vous dire que quand on fait médecine, c'est pas la joie, surtout au début, tous les jours. Ensuite, j'aimais pas trop les autopsies et j'aimais pas trop les interventions chirurgicales parce qu'il y a du sang, etc. Donc, je pensais pas être médecin de sapeur-pompier urgentiste où on voit justement toutes ces pathologies. Comment je suis devenu? C'est simple. Pendant le service militaire, j'étais à l'école navale dans la presqu'île Crozon. Et à l'école navale, vous savez, à côté, il y avait le Redoutable à l'époque, et puis il y a une base aéronavale. Et donc, un jour, on m'a dit que j'allais sans doute aller en hélicoptère faire des EVASAN, des évacuations sanitaires. Alors, j'ai préparé ma petite mallette d'urgence, puis à l'époque, il n'y avait pas de GPS et il n'y avait pas de téléphone portable. Ça sonnait, et nous voilà partis dans un super frelon. Alors, c'est terrible, c'était au mois d'octobre, et il y avait un vent au moins de force 6. On cherche le bateau, et puis tout d'un coup, dans le bruit, il y a un maître principal qui vient me voir et qui me fait comme ça. Alors moi, je m'étais imaginé qu'on descendait la nacelle, qu'on mettait le blessé, là c'était un blessé, c'était un traumatisme crânien, et qu'on me le montait dans le… Ah non, pas du tout. Il fallait que je descende. J'avais jamais fait, on m'avait rien dit. J'ai eu une belle trouille. Je regardais, je voyais les vagues incroyables, le bateau qui bougeait, le super frelon au-dessus. Je dis, il va pas me mettre dessus. Naturellement, il m'a mis dessus. D'ailleurs, j'ai retrouvé cet officier après, qui habite pas loin de chez moi à Saint-Malo. Donc voilà un peu comment j'ai commencé. J'ai commencé sur un bateau italien. Et alors, ensuite,
eh bien, j'ai eu une autre expérience sur un bateau polonais. J'y suis allé et là, ben, j'ai ramené un mort. Pourquoi? Ça m'avait beaucoup choqué. Le monsieur, qui était assez jeune, il avait la cinquantaine d'années, c'était les bateaux polonais, vous savez, qui font à la fois des passagers et qui ont des marchandises, quoi, hein. À l'époque, ce n'était pas des containers. Eh bien, figurez-vous que la Pologne était communiste à l'époque et le commandant avait refusé de le faire sortir aux Pays-Bas. Ils ont donc attendu l'extrémité pour m'appeler et il était à la phase bronchoplégique d'un infarctus du myocarde et donc ben, là aussi j'ai ramené un mort cette fois-là. Donc c'était quand même terrible. Alors, dans le cadre des médecins, des pompiers, qu'est-ce que je faisais aussi? Ben, les visites médicales, naturellement, et puis les examens de secourisme. Donc, quand je suis passé dans le civil, eh bien, ma vocation de médecin des pompiers volontaires était acquise. Elle était acquise. Et c'est ce qu'on m'a demandé de faire dans les Côtes d'Armor. Et je le faisais. Donc, on faisait, vous savez que chez les pompiers, il y a les pompiers volontaires, dont j'étais, et il y a les pompiers professionnels. Dans les professionnels, il y a les militaires à Brest, à Marseille, à Paris, et puis les autres qui sont aussi des pompiers qui ne sont pas militaires. Qui sont pas militaires. Alors, cet exercice est quand même était extraordinairement stressant. Alors, le stress, ce n'est pas le problème psychologique dont on parle toujours. Vous savez, le stress, c'est organique. Il y a des sécrétions d'adrénaline. Bon. Et pourquoi il y a des stress et des émotions? Parce que, en voiture, il fallait aller rejoindre les lieux de l'accident, par exemple, ou la personne malade, à toute vitesse. Hein. Donc, pas respecter les limitations de votre vitesse. En plus de ça, vous êtes appelé, il n'y a pas d'horaire. Soit c'est nuit et jour, Noël, le 31 décembre. En plus de ça, il faut vous habiller vite et des fois, le téléphone, vous n'avez même pas le temps de passer le pantalon qu'on vous rappelle déjà, ce qui se comprend. Hein. Et c'est comme ça que j'ai raté des départs en vacances. Par exemple, on avait été tellement surmené que je suis parti à l'île de Ré avec un chèque. Patient, s'il voulait me donner de l'argent avec mon dernier chèque, il a refusé. Je suis allé voir le médecin, il me l'a donné. Je lui ai envoyé un cadeau après en rentrant dans les Côtes d'Armor. Sans ça, je gardais bien mes vacances. Donc, des départs en vacances que j'ai ratés. Une autre fois, je suis arrivé à Nantes, il y avait un train auto-couchette, et ben, j'avais oublié mes billets de train. Un coup de chance, il était 20h et puis ils m'ont donné un autre billet. Donc, c'était terrible. Vous ratiez les 14 juillet, les anniversaires, les mariages, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc, et ensuite, donc il y a les conditions météo. Vous faites des urgences, je vous raconterai après. Des fois, il y a de la neige, il y a du verglas. Vous êtes tout seul comme médecin. Vous êtes tout seul comme médecin. Donc, si vous allez au fossé, ça m'est arrivé, il fallait aller à pied dans la ferme d'à côté pour demander que le tracteur vienne me faire sortir. Enfin, c'était terrible. C'était terrible. Et en plus de ça, petit à petit, au cours du temps, eh bien, de temps en temps, on a été agressé soit verbalement et puis même des fois physiquement. Parce qu'un jour, on m'appelle parce qu'il y avait une bagarre, parce qu'on est appelé pour n'importe quoi. C'était une fête familiale. Le monsieur était bien saoul, disons. Et puis, bah, je me suis retourné, j'ai calmé le jeu parce qu'on n'appelait pas les gendarmes, on appelait le médecin, vous voyez. C'était plus simple, comme ça ne faisait pas d'histoire. Après, plus tard, les gendarmes ou les policiers venaient automatiquement quand il y avait un accident. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Et donc, eh bien, je me suis tourné, le monsieur, espèce de sale con, je ne t'ai pas appelé, il m'a envoyé une chaise, j'avais 42 fièvres et la grippe. C'est pour ça que je m'en souviens, parce qu'on a eu des épisodes de grippe comme maintenant, où il y avait aussi des dizaines de milliers de morts, mais la population l'admettait, on n'en parlait pas comme une chose naturelle, et puis il n'y a pas le tapage médiatique. Donc, cet exercice m'a coûté ma vie personnelle, je peux dire. Hein. Et puis, de temps en temps, on se trouvait dans des situations un peu difficiles. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait une attestation contre moi dans un problème personnel.
ça a été débouté d'ailleurs, mais c'était dans ma vie personnelle, hein, c'est pas. Eh bien, figurez-vous que cette personne-là, à la cathédrale de Saint-Malo, elle s'effondre. J'y vais, elle avait un rétrécissement aortique et un arrêt cardiaque, et je l'ai réanimée. Je lui ai fait du bouche à bouche, mais imaginez, je dois le faire, puisque le code de déontologie, nous, on nous avait appris que un Allemand tue mon père, le lendemain, il est blessé, je le soigne. C'était comme ça, moi j'ai été éduqué comme ça. Mais c'est pour vous dire que je me souviens quand même de lui faire du B à bouche à bouche. Ensuite, les pompiers sont arrivés tardivement, les collègues, et puis eh ben, je l'ai accompagné jusqu'aux urgences, pour être sûr que tout allait bien. Et je ne l'ai jamais revu après. Donc, vous voyez, des fois, ça fait mal. Et puis, j'ai une autre histoire. Lors d'un concert, toujours à la cathédrale, je faisais le médecin de garde, comme j'étais médecin de sapeur-pompier, et j'avais fait une conférence au Rotary, où j'avais expliqué les dépenses de santé en critiquant, au sens grec du terme, à la fois, bon, aussi bien les médecins libéraux, l'hôpital, les gens qui demandaient trop d'examens, etc., etc. Vous savez pourquoi je vous raconte cette histoire? J'étais au deuxième rang et il y a une dame qui fait une syncope vagale à côté de moi. Bon, alors, je n'allais pas interrompre le concert, c'était un maestro qui venait d'Allemagne en plus, mais bon. Et le mari me dit, écoutez, docteur, je suis aussi médecin, vous allez garder ma femme, vous me dites ce que c'est, je lui dis, mais vous allez la garder. Alors, je la penche, je garde sa tête sur mes genoux et j'attends l'entracte. Nous sortons, et puis il voulait absolument finir le concert, donc je vous dis, il était médecin, donc ça, pas de problème. Et puis, je vais derrière, je dis, écoutez, vous laissez vos places devant, au deuxième rang, hein, et puis vous allez aller derrière, donc je demande aux gens de derrière. Et là, il y avait, c'est un ancien rotarien d'ailleurs, il se lève et devant tout le monde, il dit, ah, t'as pas appelé les pompiers? J'étais en poste, hein. Et on te connaît, hein. Alors je lui ai répondu, t'as pas de chance, le mari est médecin. Et après, à la fin du concert, par contre, tous les gens qui sortaient, toi, Michel, tu connais, eh bien, ils m'ont remercié de ne pas avoir interrompu le concert. Donc, vous voyez, des fois, c'est pas facile. Il y a la responsabilité qui est devenue de plus en plus importante. C'est terrible par mes fonctions, je vois ça aussi ailleurs. Au bout d'un moment, on arrive à être stressé. Et dans l'attitude des patients, des gens aussi, il y a de temps en temps, je vais vous donner un exemple, avant 20 ans, vous aviez 5 blessés. Bon, comme à l'armée, on fait le tri, on prend celui qui saigne, celui qui va mourir, celui qui choque, enfin, bon, vous voyez, et tout se passait bien. Est arrivé un moment, c'est époustouflant, est arrivé un moment où vous faisiez ça et vous faisiez engueuler par celui qui a le petit doigt de cassé avec quasiment rien. Et ça m'a marqué aussi beaucoup, ce changement d'attitude des gens. Alors, en ce qui concerne les sapeurs-pompiers, l'évolution était la suivante. D'abord, je n'avais pas toujours d'ambulance de pompiers, donc des fois, j'y allais tout seul. Vous verrez tout à l'heure quand je vais vous raconter l'histoire d'accouchement. Mais après, il y avait un VSA-B qu'on appelait, donc BC, de blessé. Maintenant, ça s'appelle VSA-V aux victimes. C'est une ambulance, quoi, hein, une ambulance qui n'était pas occupée, où il n'y avait pas de matériel, mais moi, j'avais tout le matériel. Bon. Et donc, l'évolution était la suivante. Au début, j'y allais tout seul et il y avait 4 pompiers. Et au cours du temps, naturellement, comme à Saint-Malo, après, il y a eu une infirmière qui venait parce qu'ils n'avaient plus de médecins. Il y a eu de moins en moins de vocations de médecins de sapeurs-pompiers. Donc, il y a eu des infirmières. Et puis, il y a eu du matériel. Mais quand on était en semi-rural, par exemple, quand on se rendait en semi-rural, après, il s'est créé un SMUR un peu partout. Alors, le SAMU, service d'aide médicale urgence. Le SMUR, c'est celui qui se déplace. Le SAMU, c'est l'infrastructure à l'hôpital, hein, qui répond et puis qui organise. Donc, on se rejoignait, et puis après, vous retourniez chez vous. Donc, après, il y a eu la création d'un centre 15, Avant, il y avait le numéro 17, et après, il y a le 15. Et puis, il y a une coordination entre les deux, mais comme vous le savez, il y a une petite bagarre, même encore maintenant, entre le 15 et le 17. Le 15, c'est que les médecins,
Le 17 dépend du ministère de l'Intérieur. Je sais pas si... Et donc, vous voyez un petit peu, et l'attitude a changé aussi. Pour faire une autre anecdote, j'habitais intramuros. Alors pareil, il y avait un pont, comme j'habitais intramuros, on était une réunion, tiens, il y avait des Rotariens d'ailleurs, et c'est pour ça que j'y pense. Il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque, disons, et intramuros, quand il y a un pont l'été, vous connaissez tous, c'est l'enfer. Bon, j'avais une voiture rouge, il y en a 3, j'avais une voiture rouge, et les pompiers n'allaient pas rentrer, c'était impossible. Alors je dis, ben, à l'époque, je ne le ferai plus maintenant, hein, vous allez voir après. Je dis, je le mets dans ma voiture, et puis tout le monde connaît le trajet. J'arrive devant la porte Saint-Vincent, une foule inimaginable. Qu'est-ce que je fais? Je sors, je mets mon gyrophare, et je mets et pimpon, je passe au vert alors qu'il n'y avait pas de voiture. Et puis la semaine suivante, je reçois dans ma boîte à lettres, veuillez vous rendre au commissariat pour affaires vous concernant. C'est pour ça que je vous dis, vous allez voir l'attitude qui a changé. Je dis, zut, j'ai rien fait, mais je ne voyais pas, là, vous avez deviné, mais bon, je vais au commissariat, je tombe sur un inspecteur, je ne suis pas anti-policier, hein, parce que j'ai commissaire divisionnaire dans ma famille, un principal, enfin, etc. Et il me met sur le grill. Alors, ben, je lui sors ma carte, j'ai écouté, je suis médecin de sapeur-pompier, j'ai fait mon boulot. En plus, c'est l'article 62 du Code pénal, il faut que j'aide les gens, quoi. Hein, il faut que j'aide les gens. Alors, il me dit, mais le matériel, là, vous l'avez? Ben, je dis oui, le préfet m'a autorisé. Et alors, avant la départementalisation, on achetait notre matériel. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de matériel, disons, pendant 20 ans. Puis après, quand on ne me laissait plus passer, je l'avais payé, le matériel. Et j'avais l'autorisation du préfet. Mais ma voiture était immatriculée 22 encore, puisque j'exerçais dans le 22 et j'étais médecin 22. Mais mon domicile était dans 35. Alors je lui explique, il me dit, en plus, votre voiture, elle n'est même pas immatriculée. Il me dit, le 17 vous a appelé? Ben, je dis non. Le 15 vous a appelé? Ben non. Ben, je dis, écoutez, j'ai fait mon boulot, quoi. Ah ben 2700 francs d'amende parce que vous avez utilisé le matériel du département. Et puis, je peux vous prendre le matériel. Oh, ben, bon. Il me reconvoque une deuxième fois, puis j'ai eu l'idée d'amener la facture où j'avais payé moi. Il me dit, c'est le préfet qui avait tort. Après, j'ai été convoqué une troisième fois, et puis, bon, bah, le commissaire, je suis allé au tribunal de simple police parce que le gars, il n'a pas fait sauter mon truc, et je n'ai pas eu exceptionnellement d'amende. Attendez, c'est un feuilleton qui m'a marqué. Bon, très bien. Un an se passe, au mois de juillet, vous connaissez tous Bessec, j'étais acheter des chaussures le jeudi après-midi, j'avais 2 heures. J'entends patatras qu'il pleuvait à torrent. Je dis, j'y vais ou j'y vais pas, après ce coup-là? Ben oui, vous vous posez des questions. Bon, naturellement, j'y suis allé. C'était une luxation de l'épaule, en mobilette avec glissé. Tout était bloqué. Je fais mon boulot de pompier et je dégage la population. Et qu'est-ce qu'il arrive? Une voiture du commissariat qui était intra. Et devant des centaines de personnes, ils disent, ah, mais vous, on vous connaît. Bon, ah ben je dis oui. Alors, je dis, vous allez m'envoyer les pompiers parce qu'il n'y avait pas de portable. J'avais pas de téléphone portable. Hein. Alors, eh ben, ils ne m'ont pas envoyé de voiture. Et troisième épisode, j'avais un garage place Lamennais. Et quand je passais les matins où j'étais pas dans les Côtes d'Armor, je passais devant le commissariat. Et si vous connaissez, là maintenant c'est un hôtel-restaurant. Je passe là, et il y a quelqu'un qui me refuse la priorité. C'était mon flic, qui n'était pas en service. Et quatrième épisode, à une réunion, je l'ai retrouvé et il me dit, ah, je connais bien le docteur. Voilà. Alors, il y avait une attitude anti-flic ou j'en sais rien. Vous voyez, ça a beaucoup changé. Comme l'exercice, par exemple, vous vous trouvez dans la forêt de la Hunaudet. Alors là, j'ai 2 anecdotes très marrantes. Enfin, pas la première. Vous vous trouvez devant un bloc auriculo-ventriculaire. Vous savez, c'est entre la conduction entre les oreillettes et les ventricules ne fonctionne pas. Le cœur peut s'arrêter. Donc, c'est grave. Je travaillais pendant 14 ans en cardio à l'hôpital de Dinan le jeudi matin et puis à Rennes les 14 ans suivants. Je téléphone pour le professeur Daubert parce qu'on prévenait comme ça, est-ce que vous avez un lit, etc. Mais je tombe sur un chef de clinique. Alors, le gars qui venait d'arriver, il me dit, mais vous avez qu'à emmener en ambulance et puis vous venez avec. Mais je dis, attendez, il n'y a que moi dans le canton, je ne peux pas quitter le canton, moi. Le gars, il était complètement à côté de ses pompes. Hein. Il ne voyait pas comment on exerçait. Alors moi, je mets une perfusion avec un produit qui accélérait le cœur, mais je ne pouvais pas me rendre à Rennes. C'était impossible. Après, il me dit, vous avez qu'à demander un hélico. Mais des hélicos, vous connaissez la forêt de la Hunaudet? Bon, il n'y avait pas d'hélico. Voilà, l'exercice a changé progressivement.
pour le bien des gens, mais aussi, si vous voulez, ce qui est le côté négatif, c'est qu'on nous appelait après pour, disons, 20% de vraies urgences et 80% qui n'étaient pas des vraies urgences. Et c'est un peu ennuyeux dans l'exercice parce que vous bloquez à ce moment-là une ambulance, des pompiers, vous les bloquez. Et s'il y a un autre accident à ce moment-là, ben c'est gênant parce que dans les centres, à Saint-Malo, il y en a pas mal, et encore, les VSAB, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est très gênant pour le reste de la population. Alors après, j'ai eu des expériences, pour ceux qui sont marins, sur le Monge, qui est la deuxième unité de la marine, chez les marins-pompiers. Je suis allé chez les marins-pompiers, et là aussi, j'ai vu la dégradation. 7% des effectifs, quand ça sonnait, ne se levaient pas. Donc, au carré des officiers, il y en a un qui partait, qui dit « mais c'est l'enfer ». L'arsenal, ça se vendait de la drogue et il se faisait 4 ou 5 000 euros par. J'ai trouvé, à l'armée, j'ai trouvé que ça avait vachement changé et c'était un exercice qui était plus rigoureux, qui n'était pas sérieux. J'ai fait aussi la route du Roc, vous devez connaître ça, où vous mettez des boules caisses, là. Les gars, ben, il y avait pas mal de drogués. Ils prenaient une bouteille d'eau, mais dedans, ils mettaient autre chose que de l'eau, hein. Et puis, ils arrivaient à passer les grottes parce qu'on ne les fouillait pas. Donc, j'ai eu des overdoses. Là, j'en ai eu ailleurs, d'ailleurs. Et les overdoses, c'est vraiment très triste, si vous voulez, parce que, bon, on a un produit pour les tirer d'affaire, mais des fois, on ne les tire pas d'affaire, hein. Ils meurent quand on arrive un peu trop tard. Alors, vous savez que ça donne des arrêts respiratoires. Par exemple, la morphine, dans l'euthanasie, elle a toujours été utilisée. Je ne vais pas vous donner les doses, mais vous augmentez les doses et il y a un arrêt respiratoire et puis la personne décède. Donc, c'est exactement la même chose. Alors, ça dépend du produit. Il y a des produits aussi qui agitent. Les gars sont très énervés et puis ils passent à l'acte, ils tapent sur tout ce qui se passe. J'ai fait la route du Rhum, enfin localement ici, hein, avec les pompiers, et la course des grands voiliers, où là j'ai des belles histoires. C'était un capitaine de vaisseau qui m'avait demandé de venir. Il y avait aussi les pompiers en plus, mais j'ai permis aux gens de partir parce qu'il y en a un qui avait une douleur abdominale. J'ai réussi à avoir tous mes rendez-vous. Je ne l'ai pas hospitalisé parce que sans ça, c'était cuit pour cette personne. C'était une femme. J'ai eu les examens en urgence. Et ils m'ont remercié après, ça fait chaud au cœur. Et ils ont pu faire la course parce que j'ai fait le diagnostic, c'était une vésicule, etc. Et alors, l'autre histoire est très marrante. Il y avait un bateau russe, déjà à l'époque. Et alors, j'y vais et je ne sais pas pour qui j'y allais. L'échelle de coupé, on me salue. Et alors là, je tombe sur une femme officier qui marche un automate. Je ne peux pas vous mimer là parce que je ne suis pas debout. Comme un automate. Elle m'a descendu et puis en réalité, c'était pour le médecin. Et ce brave médecin, il marchait à la morphine parce qu'il avait un problème dentaire. Ils n'avaient pas voulu non plus, je crois qu'ils avaient fait une escale à Brest avant, ils n'avaient pas voulu le débarquer. Et il ne pouvait pas se soigner, Donc, je lui ai obtenu un rendez-vous très rapidement. Voilà. J'ai fait aussi à l'école navale la corvette gants blancs. Je ne sais pas si vous connaissez, la corvette gants blancs, c'est les fistos. Vous savez, il y a maths sup, maths spé. Ils rentrent à l'école navale et la première année, les fistos partent. Alors, je suis allé en Norvège. Et puis, ben, il y avait une frégate, il y avait quelqu'un qui est devenu un capitaine de vaisseau, qui est devenu chef d'état-major des armées d'ailleurs. Et puis, ben, la même personne, après, je l'ai retrouvé. Avant, il était sur un sous-marin. Et un dimanche, eh ben, il s'est fait une sacrée plaie prétibiale. Ça cicatrise mal, vous savez, parce qu'il n'y a pas de chair là, sur votre tibia. Et puis, du coup, ben, là, je l'ai recousu et il m'a invité à manger le midi parce que je pouvais être appelé, j'étais juste à côté. J'ai eu une expérience à l'hôpital des armées parce qu'il y a aussi des femmes qui sont médecins militaires. Et quand elles sont enceintes, il faut les remplacer. Comme je faisais des périodes effectives, j'allais à l'hôpital des armées. Et là, j'avais l'activité habituelle, c'est-à-dire que c'est les plaies, les blessés, les infarctus, les syndromes abdominaux, les appendicites, les péritonites, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais par contre, j'ai quelque chose que je me souviendrai également toute ma vie, qui m'a marqué, c'est que vers 18h, on m'a montré un film. Et vous savez sur quoi? C'est entre le 11 avril et le 13 mai 1994, au Rwanda, il y a eu un génocide. Et là, j'ai la preuve, je l'ai vu, qu'on était au courant et que les militaires avaient ordre de ne pas intervenir, puisque j'ai vu le film
atroce. Les gens démembrés, émasculés, les femmes le ventre ouvert. Je vous avais dit que ce n'était pas gai ce que je voulais vous raconter. Ça m'a marqué à vie. Voilà, le Rwanda, Mostar. Ensuite, eh bien, j'ai fait on m'a pris naturellement. L'armée était intéressée par moi, puisque comme j'étais médecin de sapeur-pompier urgentiste, c'était très intéressant pour eux que je reste réserviste, et je suis resté fidèle réserviste jusqu'à ces derniers temps. Et donc, j'ai fait plein de choses, mais en même temps, je suis allé d'abord à Mostar, si vous connaissez, c'est quand il y a eu la guerre, vous savez, en Bosnie. J'étais de garde 42 jours de nuit, nuit et jour, tout seul. Il y avait 4800 hommes, il y avait des infirmeries, on appelle ça des infirmeries, c'est des cabinets médicaux, quoi, mais chez les Français, chez les Italiens, il y en a un chez les Allemands, etc., chez les Marocains. Et moi, j'étais tout seul, 42 jours, nuit et jour. Et je soignais une partie de la population civile aussi. J'ai vu quand même des trucs que là, il me faudrait faire qu'une conférence là-dessus. Ensuite, l'expérience la plus importante de toute ma vie, c'est 72 jours de garde nuit et jour, tout seul. Alors là aussi, je peux faire une conférence d'une heure. À Tibnin, au sud Liban, en 2006. Vous savez que les Israéliens sont revenus. Ils ont occupé 20 ans. Ensuite, ils sont partis. Comme les chiites, le Hezbollah avait installé des fusées, etc., ils ont réinvesti et pendant 33 jours, il y a eu la guerre. Alors là, c'est extraordinaire l'expérience que j'ai eue aussi bien avec les civils que les militaires, et c'est la plus grosse expérience d'urgentiste de ma vie personnelle et ma vie personnelle. Voilà. Ensuite, vous intervenez aussi dans le train fréquemment, on demande. Hein. Alors, dernièrement, j'ai failli rater ma correspondance à Avignon parce que tout d'un coup, j'entends Avignon TGV, c'était un gamin qui avait une plaie, et puis j'ai laissé mon livre, je suis allé chercher mon bagage, j'ai oublié mon bouquin pour descendre avant que la porte ferme. Et puis, une autre fois, j'allais au Pérou. Alors là, j'allais au Pérou et il y a une dame qui a passé une crise de nerfs au décollage. Alors, bon, j'étais sûr de mon diagnostic. Et c'est là que j'ai vu comment il faisait. C'est le commandant qui dirige. Hein. Bon, il m'a reçu. Je dis, écoutez, commandant, je suis sûr de mon fait. Vous savez, on peut continuer. Non, pas du tout. On est descendu. Et il l'a remis au sol, quoi. Il n'a pas voulu prendre la responsabilité qu'elle foute la panique dans l'avion, quoi. Et puis moi, alors là, j'ai eu quand même un petit bonus cette fois-ci, c'est qu'il y avait de la place en première, donc il m'a mis en première. Et comme j'étais toujours crevé par mes gardes, des fois on avait 4 nuits et 5 jours de garde, surtout avant de partir en vacances, puisque les autres, fallait les remplacer quand ils partaient en vacances. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu 3 sièges, j'ai pu dormir quand même. On a fait une escale en Amazonie, puis après je suis allé au Pérou. Et alors au Pérou, là aussi, figurez-vous que j'avais emmené du Duxil. Ça me vient tout d'un coup là. C'est-à-dire que là-bas, vous savez, quand vous êtes à Lima et puis vous passez à 4000, eh bien, les globules rouges, les natifs, ils ont plus de globules rouges que nous pour être plus oxygénés. Mais nous, on ne les a pas encore, surtout s'il y avait des paliers, on pourrait, en quelques jours, en 2 jours, 3 jours, avoir plus de globules rouges. C'est le pancréas qui envoie d'abord plus de globules rouges, mais après, on en fait. Et j'avais emmené des médicaments au cas où, comme toujours. Et là, il y a une dame qui ne s'est pas ratée. Son médecin parisien lui avait dit de ne pas aller au Pérou. Elle y est allée quand même. Et alors, les voyages, souvent, j'étais occupé, comme en Thaïlande, malheureusement, à travailler le soir, parce que c'est notre vocation. Et les gens ne vous disaient même pas merci, d'ailleurs. Et quand j'ai plus eu de médicaments, personne ne m'a aidé. Hein. Et quand j'étais agressé, personne ne m'a aidé à me donner de l'argent d'avance. Mais donc, au Pérou, attendez, on la tire d'affaire, on a eu de l'oxygène, elle avait un OAP, j'avais le médicament. On allait, si vous connaissez, à Machu Picchu, 2 jours après. Qui se voit en bas du train? La dame. Je lui avais dit, madame, il ne faut plus monter, redescendez à Lima. Elle est venue à Machu Picchu. Je me dis, si elle a quelque chose à Machu Picchu, bye bye, c'est fini. J'avais rien. J'avais rien. Vous voyez, on a des trucs comme ça. Alors, pourquoi on est appelé le plus fréquemment? Écoutez, c'est les infarctus, les angines de poitrine,
des syndromes abdominaux, c'est-à-dire l'appendicite, je sais pas moi, les infarctus mésentériques, c'est mal connu, vous savez, c'est des infarctus, mais dans les artères du mésentère. Les embolies pulmonaires, les AVC, les états de mal asthmatiques. Ça, on en a souvent maintenant, alors qu'à 20-30 ans, on en avait mal. Alors là, petite anecdote, je vous dis au passage, on s'est demandé pourquoi on avait plus d'états de mal asthmatiques, alors qu'on n'en avait pas avant. Et moi, j'en ai jamais un qui est décédé dans mes mains. Eh bien, tout simplement, c'est qu'on a été rigoriste. On s'est dit, il ne faut plus d'acariens, donc plus de tissu, si vous avez vu la mode changer, plus de tissu au mur, plus de tapis, parce qu'il y a des acariens. Ah oui, mais on a mal fait. Parce que dans les tissus, si on passait l'aspirateur régulièrement, eh bien, dans ces tissus-là, il reste quand même quelques acariens. Et donc, jeune, on se désensibilise sans aller chez le médecin qui vous fait une désensibilisation. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et alors là, du coup, il y a eu beaucoup. Ensuite, eh bien, écoutez, donc toutes les maladies cardiaques, les rétrécissements aortiques, les rétrécissements mitraux, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les accidents. Alors, j'ai un accident aussi. Une fois, à 15 heures, je n'avais pas mangé. Alors, je ne mange pas le matin depuis 40 ans, parce que les gens nous appelaient toujours entre 7 et 8 pour qu'on passe avant que, parce qu'ils voulaient. C'est un peu dur parce que nous, on ne dormait pas la nuit. Donc, je ne mangeais pas le matin. Et là, je rentrais ici et il était 15 heures. C'était un samedi où je n'étais pas de garde. Parce qu'au départ, on travaillait 6 jours sur 7. Hein. On n'avait que 3 dimanches sur 4, c'est tout dans l'année, et 4 semaines de vacances par an. C'est tout. Hein. Et après, on avait quelques samedis après-midi. Donc, je rentre là pour venir à Saint-Malo. Il pleuvait aussi à torrent. C'était également au mois de juillet. Et alors là, extraordinaire, vous voyez, il y a 2 virages quand vous venez de Dinard. Il y a un premier virage et puis il y en a un deuxième en haut. Eh bien, simultanément, 2 personnes allaient trop vite et il y a eu un accident en haut, un accident en bas. Moi, j'étais entre les deux, un coup de chance. Et celui d'en haut était sur le toit, la voiture était sur le toit, il ne répondait pas. Ça a duré une demi-heure, on n'arrivait pas à dégager. Et les pompiers qui venaient de Saint-Malo, eh ben, ils ne pouvaient pas venir, puisque c'était bloqué, vous savez comment ça fait à ce moment-là, et ils ne pouvaient pas venir de Dinard non plus. Et là, j'ai un sacré souvenir, parce que pour tirer la personne qui était accidentée, la voiture sur le toit, ben, j'ai eu du mal. Hein. J'ai aussi des histoires, vous savez, c'est comme les médias, une autoroute où il ne se passe rien, on n'en parle pas. Moi, je vous raconte un peu les choses exceptionnelles, après vous avoir dit, maintenant je vais vous parler de quelque chose d'exceptionnel que j'ai eu. Malheureusement, un jour, il y a des jeunes qui vont en boîte, ils rentrent à 3 heures du matin et puis ils se relèvent à 5 heures pour partir à Guingamp, pardon, à Guingamp, un match de foot. Si vous vous souvenez, Guingamp, c'était très coté à un moment. Bon, ouais, mais attendez. Un, ils n'avaient pas d'écuvée. Deux, ils n'avaient pas dormi. 3 morts. Vous savez, ça fait du bruit, hein, et ça fait de la peine, hein, parce que c'est évitable. Les stops, c'était évitable. Vous voyez, les excès de vitesse, c'était évitable. Comme médecin de pompier, j'ai été nommé à la commission médicale, je dis bien médicale des permis de conduire. J'ai siégé 10 ans avec un autre confrère de Dinan. On se faisait engueuler du 1er janvier au 31 décembre parce que nous, on supprimait le prémis, entre guillemets, par inaptitude. Vous voyez, chez les alcooliques, chez les gens qui prenaient des neuroleptiques, des médicaments qui peuvent faire dormir, etc. Ce n'est pas par méchanceté, c'est pour éviter les morts, que ce soit les morts de la famille, ça peut être leur frère, n'importe qui. Eh bien, on se faisait engueuler sans arrêt, on était des répressifs, alors que nous, on ne faisait pas ça dans le sens répressif. Et un jour, il y en a un seul qui ne nous a pas engueulés. Il s'assoit, 25 ans, il se met à pleurer. Mais il dit, mais monsieur, pleurez pas, on n'est pas méchant, vous savez, on n'est pas là pour vous ennuyer. Et il nous dit, ce que vous faites, c'est bien. Alors avec Alain, c'est pas Alain Houblin, hein, on se regarde, et puis il dit, mais monsieur, non, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce que vous faites, c'est très bien, j'ai tué ma fiancée. C'est le seul qui trouvait que ce que faisait, c'était bien, comme médecin de pompier assiégé là. Une autre histoire, un vendredi soir, je terminais, alors c'était l'été, il faisait clair encore, je termine, parce que nos horaires, c'était à peu près en moyenne 8 heures du matin, 21 heures. Un quart d'heure le midi.
Ah ouais, ça a été terrible. Plus les nuits, donc je viens de vous indiquer. C'est pas pour être victime, mais c'est pour vous dire comment on exerçait dans le passé. C'est plus le cas maintenant, hein. Les jeunes générations ne veulent plus. J'étais maître de stage, ils veulent plus le faire. Bon, je rentre dans ma voiture. Et puis, alors j'avais le double du matériel dans ma voiture, comme je vous ai dit, et ma sacoche était à droite, à la place du passager, quoi. Bon, voilà, tiens, c'est curieux, elle est entrouverte. Comme on n'est pas méfiant, je laissais toujours ma voiture devant la maison médicale ouverte, et en plus, ça me permettait de partir plus vite s'il y avait besoin. Parce que vous retirez votre blouse, je ne sais pas, vous êtes en train d'examiner quelqu'un, il faut retirer la blouse, il faut foncer comme je vous ai dit. Bon, ça m'échappe. Je reviens le samedi matin, et je suis appelé par les gendarmes sur un camping, puisque c'était l'été. Et c'était, bon, en effet, j'arrive, en réalité, il était mort, il était sur le ventre, et les gendarmes le retournent. Alors, je ne vous dis pas, c'était horrible du point de vue odeur, même en plein air. Et puis, ils fouillent ses affaires. Et là, ils me disent, docteur, c'est à vous ces ordonnances? Eh bien, la veille, il était venu me voler des ordonnances dans ma sacoche puisqu'il connaissait nos habitudes, hein, et mes habitudes d'ailleurs, parce que bon, il était connu ce jeune homme-là. Bon, c'était pas vraiment un marginal, mais il se droguait et il se faisait payer en étant sodomisé. Enfin bon, passons. Et donc, ça aussi, ça m'a marqué parce que ce jeune homme avait quoi, je sais pas moi, 23 ans, hein, 23 ans. Et je vous dis, c'est la misère humaine. Je vous donne que quelques exemples, mais je ne voyais que ça. Je vais vous raconter des belles histoires après quand même. Donc, on voyait aussi les agités psychiatriques. Alors, au tout début, il y avait la loi de 1838, que plus personne ne connaît. C'est-à-dire qu'on nous appelait, nous, et on avait le droit de faire une injection d'un dérivé de neuroleptique qui endormait les gens. On nous a supprimé ça. Ce qui fait que même les gendarmes, après, ils disaient, c'est médical, nous, on n'y va pas. Merci, ça c'est après 81. C'est après 81, au nom de la liberté. On n'avait plus le droit d'envoyer d'office les gens. C'est toute une histoire. Il faut faire un certificat. Il est revu par un généraliste à l'arrivée. Il est vu par le psychiatre et le préfet après donne l'autorisation de le garder ou pas. Non, mais c'est un pays de fous. Conclusion, quand il y avait des femmes battues, eh bien avant, quand je ne pouvais pas faire la piqûre, parce que le gars, on m'a reçu, je vous dirai après, des fois avec le fusil, hein, eh bien je donnais le produit à la dame, elle mettait dans le café, ça n'avait pas de goût, et je l'endormais. Interdit, interdit, parce que s'il y a une baisse de tension, je plonge. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est terrible ça. Alors ça aussi, ça m'a marqué ce qu'on appelle les agités. Nous, les agités, les malades psychiatriques, c'était devenu l'enfer. Et je vous dis, les gendarmes ne voulaient plus venir, hein. Ils disaient débrouillez-vous, hein. Alors après, il y a eu un système d'ambulance qui venait de Dinan, par exemple. Mais enfin, si ça prenait 20 minutes ou une demi-heure, le gars, il avait le temps de faire des dégâts, puisque nous, on n'avait plus personne pour le maîtriser, pour éventuellement lui faire une piqûre, et après, on n'avait plus le droit de lui faire une injection intramusculaire. Et intramusculaire, intraveineux, c'est impossible, parce qu'il y a un gars qui est agité, et intramusculaire, ça n'agit pas tout de suite quand même, hein. Ça, bon. Alors ensuite, ce qui m'a marqué aussi, c'est les suicides. Il faut que je regarde l'heure. Oui, ça va. C'est les suicides, parce que le fusil, un gars, il s'est raté, plus de mâchoire, on lui a refait une mâchoire avec une côte. L'autre, la cervelle était au plafond. Enfin, je ne vous dis pas, c'est bon. Les pendaisons, c'est mieux, mais des fois, on ne les trouvait pas tout de suite. Et puis, les noyades. Alors, des fois, vous avez des histoires. Là, je soignais une dame qui était dépressive. Alors, elle avait un thymone-électrique et un neuroleptique. On donne toujours les deux pour pas qu'on passe à l'acte. Parce que si on donne qu'un thymone-électrique au début, ils peuvent passer à l'acte. Et puis, je la suivais depuis 2 ans. Je pars en vacances et je suis appelé, elle était dans la rivière. Je savais pourquoi elle était dépressive. Elle avait des problèmes familiaux. Bon, elle n'était pas bien avec son gendre, etc. Lequel gendre était anesthésiste réanimateur au CHU. Et alors, pendant que j'étais absent, il a dû pas me faire confiance, alors que je la soignais depuis des années, et je ne pouvais pas lui dire si elle est dépressive, c'est parce que vous l'emmerdez. Ben oui, c'est ça la médecine, on est détenu au secret professionnel et on louvoie. Eh bien, il a vu le psychiatre, il a arrêté les médicaments et elle est passée à l'acte. Le gars est arrivé, on s'est regardé dans les yeux, j'ai rien dit, puis je suis reparti. Donc, vous avez les noyés, ils gonflent en plus, c'est ça, hein. Bon, au fond, après,
Donc, c'est terrible. Alors, il y avait les sorties de boîte de nuit. Alors là, j'en ai des centaines à raconter. Et puis, des choses tristes aussi, c'est les morts subites du nourrisson. C'est horrible. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Bon, en général, comme son nom l'indique, il y a une mort subite et on arrive. Et alors, il faut quand même faire semblant de réanimer parce que les parents, la majorité n'admet pas. Et après, quand ça arrivait, même s'il y avait une demi-heure, on appelait quand même le SMUR, les collègues du SMUR, pour se rejoindre alors qu'on savait que c'était perdu. Mais les morts subites du nourrisson, c'est atroce, atroce. Ensuite, eh bien, vous avez des histoires comme ça, je ne sais pas moi, à Dinan, un dimanche, je suis appelé par la police, eh bien, j'ai trouvé un corps putréfié de 3 semaines. Les voisins qui étaient à 10 mètres, ils s'en sont rendus compte après avec les odeurs. Sans doute, ils n'étaient pas bien avec leurs voisins. Ils n'étaient jamais venus le voir. Ensuite, j'ai une chose exceptionnelle, pareil à Dinan. Je suis appelé par les policiers. Dans une cour, il y avait un monsieur qui, depuis la veille, regardait sa télévision. Et puis, au bout de 24 heures, enfin, les voisins se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on a forcé la porte, les policiers. Moi, je suis arrivé. Et alors là, c'est extraordinaire. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Un nez coupé, mais net, comme un coup de couteau. Et les oreilles nettes, comme un coup de couteau. Mais je ne trouvais pas d'explication. Je dis aux policiers, mais je ne sais pas comment vous faire l'acte de décès. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et au bout de 20 minutes, en fouillant derrière le frigo, ils ont trouvé un hamster. Comme le hamster n'avait pas eu à manger, eh ben, il avait mangé le nez et les oreilles. Mais c'était comme ça, comme ça. Bon, tu me feras signe, Michel, si je dépasse. Et ensuite, après, j'ai des souvenirs aussi de quelqu'un. Il y a eu une tempête, si vous vous souvenez, il y a eu 2 tempêtes. Il y a une terrible, là où à Versailles, les arbres avaient sauté. Vous vous souvenez pas, là, c'était à l'automne, c'est en octobre, je ne sais plus quelle année. Et alors, il y a un gars qui avait une diarrhée, il m'a quand même appelé à 1h du matin. Eh bien, écoutez, je faisais les détours pour ne pas passer à côté de les bois, la trouille aussi, là, les arbres tombaient tous les azimuts, ça tombait de partout. Les pompiers ne sont pas venus, je suis allé tout seul. Ensuite, j'ai failli. Alors, un jour, les gendarmes m'appellent. Il y a un gars qui avait déjà donné un coup de fusil, il y avait une longère. Et puis, il m'appelle, bon, comme c'était un agité, c'était psychiatrique. Ouais, seulement, ils n'avaient pas vu que le gars, il avait un 2e coup de fusil. J'ai failli ne plus être là et eux non plus. On a eu chaud, on s'est mis, c'était une longère comme ça, on s'est mis à côté et puis ça ne nous est pas passé loin. Et je m'en souviens pourquoi, parce que simultanément, c'est pour ce que je vous ai expliqué, quand il n'y a pas 36 médecins, eh bien, il y avait une métrorragie. C'est une dame qui avait accouché à l'hôpital et elle avait gardé un cotylédon. Vous savez que quand on retire le placenta, des fois, il y a un cotylédon qui est à côté, hein, qui est aberrant, quoi, disons, avec un petit vaisseau. Et si vous ne faites pas de révision utérine, parce qu'une révision utérine, vous savez ce que c'est, on endort les gens et on met notre main dans l'utérus et on vérifie tout l'utérus. Naturellement, on les endort. Hein. Eh bien, elle avait un cotylédon et on peut mourir. Hein. Et là, je me suis fait engueuler parce que je n'étais pas venu tout de suite, mais forcément, j'étais avec les gendarmes. J'avais un alibi, entre guillemets, mais on ne peut pas être au four et au moulin. Donc, je me souviens. Et puis après, un autre, un paranoïaque aussi. La femme m'a prévenu au dernier moment. Je monte dans sa chambre, il avait le fusil sous la. C'était pas loin de mon domicile d'ailleurs. J'ai eu chaud. Hein. Et puis un autre, j'en ai plein. Ah oui, un autre, il m'a coursé avec un couteau. J'avais 27 ans, je m'en suis tiré. Hein. Mais c'est une belle histoire, ça aussi, parce que sa fille, qui était une jolie jeune fille, un jour vient me voir, elle était enceinte. Alors, à l'époque, on appelait ça des filles mères. Alors, maintenant, les féministes, elles diraient, bon, c'était bon. Alors, j'étais gêné. Moi, j'ai toujours été délicat aussi en examinant les religieux. Tiens, je vais vous raconter une histoire après. Et puis, je suis délicat. Je lui ai dit, bon, écoutez, ça m'ennuyait, je n'avais pas le groupe sanguin. Or, si elle était résistante négative. Et puis, à l'époque, il y avait des histoires de rubéole, c'était pas remboursé. Enfin, bref. Alors, bon, je la suis et elle accouche. Je vais dans les HLM et sa maman, le papa entre-temps était décédé, entre parenthèses, de sa cirrhose du foie. Et puis, elle me dit, oh docteur, vous ne pouvez pas m'emmener. Alors, on faisait du social, là, pareil. J'ai dit, bon, écoutez, je vous emmène, madame, mais je ne suis pas sûr de vous ramener, parce que si on m'appelle pour une urgence,
après l'accouchement, je serai obligé de vous laisser. Pas de gêne. Vous allez voir, c'est une histoire d'actualité. Donc, je l'accouche et tout d'un coup, j'entends la grand-mère qui dit « Ah, elle n'est pas trop noire ». Le papa, et c'était un Guadeloupéen, il y avait des militaires à Dinan. Alors maintenant, ça ferait toute une histoire. Les gens n'auraient pas ces réactions-là. Alors, j'ai rien dit, j'ai coupé le cordon, on met le bébé sur le ventre, ensuite on coupe le cordon. Et puis, je suis allé la voir et je lui ai dit, écoutez, madame, j'allais donner son nom, elle va peut-être noircir un petit peu. Elle n'a pas noirci, c'est une très jolie jeune fille et qui est coiffeuse à Rennes. Donc, vous voyez, après, j'ai fait des choses qui ne se font plus, une luxation de l'épaule sans fracture, parce qu'on faisait de la radiologie. Je l'ai réduit moi-même. Maintenant, c'est impensable. Les gens souffrent un petit peu. Maintenant, il faut aller à l'hôpital ou à la clinique, endormir et réduire. J'ai aussi une luxation de la mâchoire. C'est assez rare, mais regardez, il est comme ça, le mec. Je l'ai mis dans le couloir, sur le mur, et je l'ai réduit. Impeccable, j'ai fait ma radio après, tout allait bien. Mais maintenant, j'ai un procès. On ne peut plus faire ça. On peut plus faire ça. Il va falloir conclure, Jacques. Ah, zut, alors bon. Alors, festival de musique, etc. Les piqûres de guêpes, le gars, il avait été piqué dans la bouche et je l'ai trouvé mort. L'épidémie de grippe, bon, oh là là, bah, écoutez, je n'ai pas fait la moitié. Bon, voilà. Alors, si quand même, je vous parle de quelques... Oh, tu me donnes 5 minutes? Oui. 10 minutes. Hein, bon. Les accouchements, 2, je vais vous en dire 2. Il y en a un, j'arrive. Alors, pareil. Pas de voiture de pompier à l'époque. Le mari, injoignable, pas d'ambulance. Oh, bon Dieu, elle était à complète. Je dis, qu'est-ce que je fais? Bon, j'avais une Fiat 128. Je l'ai emmenée à toute vitesse à la clinique et elle perdait les os et elle perdait du sang sur mon tissu. Ça n'a pas d'importance. Je lui mettais la main entre les cuisses toutes les 10 minutes. Je suis arrivé, je l'ai fait monter. C'est plus pensable, ça, maintenant. Et je l'ai accouchée. Et vous voyez, c'est une autre que j'ai accouchée à domicile. Je vais rapide. C'était une vieille famille, disons, noble, qui voulait absolument que l'enfant naisse dans le manoir pour qu'il soit déclaré là. C'est une vieille famille de descendants très connus à Saint-Malo. Bon, je ne dis pas, mais qui est mort, lui. Hein. Bon, c'est un écrivain. Bon. Et alors, une histoire du Rotary. Une histoire de Rotary. Avant d'aller au Rotary, j'étais rotarien tardivement, donc j'étais honoré de rentrer au Rotary, et j'étais content d'y aller, ça me changeait les idées, vous savez. Et puis alors, je bloquais les consultations, paf, les pompiers m'appellent. Pareil, dans la forêt de la Hunaudet. Pareil, l'été, il pleuvait à torrent, il y avait de la boue, c'était soi-disant une fracture du genou, l'anglaise, elle n'avait pas de fracture. Je reviens et j'arrive au Rotary. Mes chaussettes avaient des teints, mes pieds étaient tout bleus, j'ai retiré mes chaussures et tout le monde a rigolé. Après, j'ai eu la pilule le lendemain, c'était une urgence. Une aiguille dans le pied le soir de Noël, c'était le fils d'un pharmacien et je lui ai évité d'aller à l'hôpital à Noël. Et en plus, alors sur le sexe, j'ai très peu de choses à vous dire. Un coitus captivus, parce que comme je vous parle de ça, parce que c'est exceptionnel. Ceux qui ont fait du latin, vous voyez ce que ça peut être? Bon, la verge, le monsieur ne peut plus se retirer parce que la dame, elle contracte, les releveurs de l'anus d'ailleurs, ça s'appelle. Alors, je vous donne le traitement, c'est un toucher rectal et vous massez les releveurs. Voilà. Bon. Alors, j'ai vu des choses atroces aussi. Bon, une bouteille d'orangina dans le rectum. On a été obligé de lui retirer sous anesthésie générale avec un forceps. Et puis, aussi, ça c'est exceptionnel. Un dimanche matin, on m'appelle pour une perte de connaissance. Je ne trouve rien. Je trouve rien. Et puis, alors je résume. Hein. Et puis tout d'un coup, je vais dans la cuisine, les pompiers étaient dehors. Et puis, j'avais demandé au monsieur s'il avait des maux de tête. Non, il n'avait aucun signe neurologique, rien du tout. Là, j'ai eu un coup de belle. Tout d'un coup, il me dit, docteur, j'ai un petit peu mal à la tête. C'était une rupture d'anévrisme qui n'avait pas fait ses preuves encore. Il aurait pu mourir après. Voilà. Alors, conclusion. Eh ben, je n'ai pas eu l'impression d'avoir parlé tant que ça. Moi, j'ai eu ces exercices. Il faut remercier les pompiers volontaires et les autres parce que c'est vraiment des gens qui
y compris les policiers et les gendarmes qui ont une sale vie. Parce que moi, je les ai vus, je ne peux pas vous raconter, mais voilà. Et je tenais aussi à remercier, je pense qu'il ne nous a pas écoutés, peut-être du point de vue technique, c'est que dans le club, vous avez mon ami Alain Aublin, qui est pédiatre, qui n'a pas eu toutes ces expériences-là, mais qui a quand même été seul pédiatre à la clinique à l'hôpital, qui n'était jamais là. Sa femme me disait qu'il mangeait jamais avec les enfants. Ça m'a coûté ma vie de famille, moi, ça. Hein. Et donc, je tiens à lui rendre hommage alors que c'est moi qui ai fait la conférence. Voilà, Michel, et voilà, chers amis. Bien, merci Jacques, et puis on salue notre ami Aublin il nous regarde. Alors il y a quelques questions. D'abord, il y a la bienvenue de Jacques Petit, notre gouverneur, qui doit être encore là derrière son écran. Il y a une question qui me semble, moi, être intéressante. Il y en a plusieurs, mais je vais simplement te demander de répondre à celle-là. Comment peut-on rester aussi motivé et conserver sa vocation quand on vit dans de si difficiles conditions? C'est notre ami Benjamin Marquis qui pose cette question. Ben, je vous ai dit au début, s'il a attendu au début, je n'avais aucun médecin dans ma famille. J'avais lu Balzac, le médecin de campagne, et puis Les Hommes en blanc. Après, à 10 ans, j'étais en sixième, j'ai eu la chance d'être ami avec ce qui est devenu le professeur Rimer. Enfin, son frère, lui, a découvert la ferriténémie, c'était un surdoué, il a fait études de médecine, de biologie, premier prix de conservatoire de Paris. Et donc, j'ai été dans ce milieu-là grâce à Roland. Et je suis devenu médecin. Alors, quand vous avez vu toutes les misères humaines, je suis allé accoucher aussi 4 semaines gratuitement, pendant mes 4 semaines de vacances, mais ça aussi j'en ai pour une demi-heure, à Dakar. Alors, on s'endurcit. D'ailleurs, j'arrive à me brûler les verrues. Maintenant, c'est avec l'azote liquide, mais avant, j'arrivais à me brûler il y a 25-30 ans, avant l'azote liquide, les verrues. Donc, j'avais réussi à m'endurcir. Mais aussi, on ne devient pas cynique, parce qu'on peut être cynique. Il y a d'autres confrères qui étaient cyniques et qui s'en foutaient. Moi, le malheur, c'est que j'étais en syntonie avec les gens. Mais ils ne le voyaient pas parce qu'on me perçoit des fois comme quelqu'un de très froid. En réalité, c'est faux. Parce que je ne vous ai pas raconté l'accouchement de 110 kilos, hein, où elle m'a quitté après, alors qu'elle aurait été hospitalisée 6 mois, je résume, et qu'elle m'a dit, mais madame, pourquoi vous partez? Oh ben docteur, je ne vous ai pas senti sûr de vous, alors que j'avais fait un truc extraordinaire. Ah oui, ça aussi, des fois, vous ne faites rien et on vous remercie, et des fois, vous faites quelque chose d'extraordinaire et on ne vous remercie pas. Donc, non, 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 même si on a des idées, tu sais bien, Michel, tu me connais, de voir les choses, c'est pas pour ça qu'on va pas continuer à faire son métier, comme je vous ai dit, à embrasser quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment très méchant vis-à-vis de vous, embrasser, puisque vous faites... Ah, il y a un petit problème là. On a perdu Jacques. Voilà, Jacques, tu es à nouveau à l'écran. Ah oui, parce que ici, je t'avais prévenu. Hein. Je vois les questions ici, là. Hein. Oui, oui. Il y en a une intéressante là. Quelle forme de médecine a ta préférence? Militaire, pompier, urgence? Tu as entendu la question? C'est les urgences parce qu'on a l'impression d'être utile et de sauver des vies. Là, actuellement, je vaccine, c'est plus la même chose. Par contre, le défaut des urgences, c'est qu'on ne suit pas après les gens, sauf quand c'est des patients qui étaient patients dans ma maison médicale. Tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais militaire, j'ai eu des expériences extraordinaires, puisque je vous dis, j'en ai pour 1 heure à parler de mes expériences, où vraiment, franchement, la population française, elle pourrait les respecter, hein, les pompiers, les militaires et les policiers. Naturellement qu'il y a des cons partout. Hein. On en a parlé l'autre jour, Michel. On va poser une dernière question, Jacques, parce qu'il va bientôt être 22 heures. Peux-tu nous dire quelque chose sur le Mostar et son fameux pont devenu symbole de la réconciliation? C'est nos amis de Dinan qui posent cette question. Alors, quand je suis allé à Mostar, naturellement, le pont n'était pas encore reconstruit. Et j'ai eu une expérience époustouflante. Maintenant, il est reconstruit. Je ne suis sorti que 2 jours, 2 fois. Et ça m'a fait chaud au cœur parce que je suis allé dans une abbaye où il y avait des gens mariés sans enfants. Et en sortant, on m'a klaxonné. Et c'est
le colonel, d'ailleurs c'était le contingent qui était le mieux, de Marocains qui me klaxonnait. Il était venu à Medjugorje, toi qui connais, c'est un lieu de pèlerinage à la Vierge, où il y a un château qui a été construit par un milliardaire croate, un château qui reçoit les prêtres, mais il y a un autre château pour les drogués. Et entre parenthèses, 95% de réussite. Vous savez pourquoi? C'est comme une prison. C'est tout. Donc, alors, il y a une question, Jacques, de notre gouverneur, Jacques Petit, qui demande encore une histoire. Il dit, les histoires sont parfois dures, mais les moments de bonheur sont immenses. Peut-on en entendre une autre de ces histoires? Je pense que c'est l'esprit de la question de Jacques. Un bon moment de bonheur, ben oui, parce que j'en ai eu, mais je me suis coupé. Ça concerne le grand-père était un maçon qui travaillait chez un ami rotarien qui est plus dans notre club. Oh, une histoire, c'est Noël. Il y avait de la neige et du verglas. J'avais tout le matériel dans ma voiture. Je suis appelé pour un accouchement. Tu vois, bon, les pompiers ne sont pas venus, mais ils sont venus 20 minutes après. Eh bien, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, qui allait être l'arrière-grand-mère, c'est un accouchement comme au 19e siècle. Dans l'âtre, ces gens-là, avec du ciment par terre, hein, elle a fait du feu, et vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a amené de la ficelle pour le cordon, j'avais les larmes aux yeux. Et j'ai accouché, tout s'est très bien passé. J'ai jamais eu de procès, hein. Tous mes accouchements se sont bien passés, sans doute que j'ai pris des bonnes décisions. Et j'en ai fait à peu près 1300 dans le coin, hein. Plus avant à Paris pendant les études. Eh bien, ils ont voulu que je mange avec eux. C'était le soir de Noël, et moi j'avais ma famille aussi. Ben, j'ai quand même mangé un peu avec eux. Et vous voyez, naturellement, je n'ai pas utilisé sa ficelle et j'avais tous les antiseptiques, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais moi, c'est une histoire, c'est Noël. Ça, c'était Noël au réel, vous voyez, au réel. Ça, c'est une belle histoire. J'en ai d'autres, hein, j'en ai d'autres quand même, mais j'en ai des pages, mais j'ai accéléré quand j'arrivais aux bonnes nouvelles. Bon. Bien, bah, écoute, je pense que y a un commentaire de Jacques Petit que j'aimerais lire, c'est tout simplement une vie bien remplie. Et merci à Jacques, de beaucoup de nos amis qui remercient, qui disent bravo à Jacques pour cette vie, comme le dit Jacques Petit, une vie bien remplie. Voilà, je crois qu'on peut remercier Jacques Vallard. Alain Martinet et moi avons été très heureux de vous présenter cette conférence. Nous vous en présenterons une autre sur un autre thème avec le greffier en chef de notre tribunal de commerce, en même temps tribunal de commerce d'Alençon, qui sera sur les difficultés rencontrées par les PME dans quelques semaines. Voilà, donc depuis Saint-Malo, on vous souhaite une bonne soirée et on remercie et bravo à Jacques Vallard. Non, merci à vous, parce que ça fait du bien quand on raconte un petit peu. On n'a pas toujours la vision de l'homme comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.